Bonjour, nous sommes le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, mais on ne fête pas ça en France, comme vous savez, donc on ne s'étendra pas sur le sujet pour nos auditeurs français. Et donc votre Saint-Nicolas aujourd'hui, c'est un petit topo. Ah, ça c'est Oxo qui sort. Vous avez entendu la trappe. On va faire un topo tout à fait spécial aujourd'hui, donc c'est hors série, si vous voulez, c'est un numéro hors série, comme on dit avec certaines revues. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément du rôle de la vitamine C comme antiviral, très puissant antiviral. Et j'en profiterai pour faire une excursion sur le génotype GST, glutathion S-transférase, qui est très intéressant parce qu'il y a un lien avec la vitamine C que je vous expliquerai dans quelques instants. Bon, alors, peut-être en introduction, je vous présente quelque chose qui va vous surprendre. C'est d'ailleurs probablement pour ça que Oxo fait la malle via les trappes. Voici un autre animal qui a découvert la bonne utilisation de ces trappes à chat. Je vous présente, c'est Rossette. Voilà, Rossette, ça veut dire roue en wallon, et c'est son nom, c'est Rossette, qui est déjà bien implantée ici depuis quelques jours. Vous avez vu, elle est mignonne, hein? Alors là, elle est un peu assoupie parce qu'elle a ravagé tout le divan, tout le salon, tout est par terre. N'abîme pas, mais je peux vous dire qu'il y a du remue-ménage. Alors bon, évidemment, il y a l'autre acteur incontournable de ce qui aujourd'hui est un trio, puisque Oxo était encore là il y a 2 minutes. Je pensais vous le montrer, mais un peu tard. Mais bon, vous connaissez Oxo, vous découvrez Rossette. Rossette n'est pas ici temps plein, mais chaque jour un peu plus. Donc nous verrons au prochain épisode où on en est avec tous ces animaux. Mais il faut de la nouveauté. Elle est très belle, elle a une fourrure superbe. Regardez ça. Vous voyez, je suis en train de classer mes timbres. Donc pour une fois, je ne travaille pas, mais je me suis dit non, là, ça me trotte trop dans la tête. Il faut que je vous parle de cette vitamine C, très puissant antiviral. J'ai rencontré énormément de succès avec cette vitamine C pour contrer les infections en général, et ça je le fais depuis 20 ans, 25 ans. Et alors évidemment en 2020 avec la pandémie, et j'ai eu vraiment des succès spectaculaires sur des patients qui n'allaient pas très bien, qui n'étaient pas nécessairement des patients qui suivaient mes traitements au moment où ils sont tombés malades, mais qui me connaissaient, qui sont revenus vers moi. En général, les patients qui suivent mes traitements ici pendant la pandémie, bon, beaucoup attrapent le virus et sont un peu malades. Certains sont asymptomatiques, mais beaucoup ont un peu des symptômes, bon, un peu des symptômes grippaux, rien de plus qu'une grippe normale. C'est vrai qu'il y a un peu plus de maux de tête. La fièvre peut être présente, mais c'est justement avec cette vitamine C que je la fais tomber. Donc, ce que je conseille, c'est de la vitamine C en poudre. Je ne parle pas ici d'une supplémentation préventive, 1 gramme ou 2 de vitamine C. Bon, là, vous faites comme on peut faire d'habitude. Ici, on parle vraiment d'un traitement de choc en pleine poussée de fièvre sur infection virale. Bon, typiquement pour le moment avec le SARS-CoV-2 qui donne la COVID-19. SARS-CoV, c'est le virus. COVID-19, c'est la maladie. C'est un nom féminin d'après l'Académie française, donc j'essaie de m'y tenir. Bien que c'est un peu plus spontané de dire le Covid, mais enfin bon, on peut dire la Covid, c'est pas plus dur.
Et donc, cette poussée de fièvre doit être attaquée avec de fortes doses de vitamine C, qui ne sont pas recommandées en dehors des infections, pas du tout. Mais d'ailleurs, moi je ne prends pas de vitamine C, mais vous voyez, ceci c'est vraiment de l'improvisation pure et dure. Je ne dois pas aller bien loin. Voici mon petit pot de vitamine C en poudre qui n'est jamais très loin de moi. Il y en a dans la voiture, il y en a dans ma table de nuit, il y en a dans ma mallette, il y en a dans mon armoire où je range mes compléments alimentaires, il y en a partout. Et donc cette vitamine C en poudre, c'est quoi? Ce n'est pas de l'acide ascorbique, parce que la vitamine C, en principe, c'est de l'acide ascorbique. De fortes doses de vitamine C sous forme d'acide ascorbique, c'est trop acide. C'est pas conseillé, ça va probablement indisposer le système digestif, et puis bon, je ne me vois pas donner de fortes doses d'un acide quelconque. C'est un acide faible, hein, ce n'est pas quelque chose d'agressif, mais c'est quand même un acide. Donc, vous avez l'ascorbate, qui est la molécule active, qui est un ion, qui peut être attaché à un proton, qui est le H+, et c'est ça l'acide ascorbique. Bon, on enlève le H+, et on remplace par du magnésium, qui est un autre ion qui se marie, ion positif, qui se marie avec l'ascorbate, qui est un ion négatif. Donc, c'est l'ascorbate de magnésium que je recommande. Ok? Ascorbate de magnésium. On trouve aussi de l'ascorbate de calcium, pourquoi pas, c'est le même principe, sauf que le calcium, certaines personnes n'ont pas besoin de calcium, trop de calcium c'est pas bon si on en a suffisamment. Le magnésium, il n'y a jamais de problème, le seul problème avec le magnésium, s'il y a un excès flagrant, c'est des selles molles et puis finalement la diarrhée. Bon, vraiment un problème mineur par rapport à ces fièvres potentiellement inquiétantes qu'on doit vraiment essayer de soulager, soulager, non, je vais m'expliquer, de solutionner en traitant la cause qui est le virus. La fièvre est la réaction de l'organisme pour combattre le virus, pour combattre l'infection virale. Donc, je ne suis pas du tout partisan de faire baisser la fièvre artificiellement avec du paracétamol ou d'autres, ou de l'aspirine, acide acétylsalicylique, voilà un autre acide, ou de l'ibuprofène. Tout ça peut faire baisser la fièvre, peut-être moins l'ibuprofène, c'est plus un antidouleur. L'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine peut certainement faire baisser la fièvre et le paracétamol est souvent pris dans cet effet. Bon, d'abord, j'ai un énorme problème avec le paracétamol. Je crois qu'il faudra qu'on en reparle aujourd'hui si on a le temps. Je me demande s'il ne faudra pas que je vous fasse une capsule avec toute cette problématique du paracétamol et de l'impact abominable qu'il a sur justement cette enzyme de détoxification hépatique. Détoxification c'est en anglais. Bon, détox hépatique. L'enzyme, donc, c'est le même que celui que j'ai cité en début de capsule, c'est la glutathion S-transférase. Cette GST, glutathion S-transférase, GST, parce que c'est beaucoup plus simple, cette GST, quand elle est parfaitement fonctionnelle, on n'a pas un problème majeur, mais quand vous avez des polymorphismes défavorables qui font que vous perdez la fonction GST, parce que là on est dans un cas de figure où le GST peut être perdu, sans activité. Donc quand on a deux copies variantes, une de chaque parent, donc homozygote variant. Je vous renvoie aux capsules de génomique. Si vous êtes un peu étonné et perdu, allez écouter Vive la génomique 1
pour avoir toutes les bases de cette génomique. Donc, homozygote variant, 2 mauvaises, entre guillemets, copies, une de chaque parent, bam, vous perdez totalement l'activité GST, et c'est valable pour 2 isoenzymes, pour l'isoenzyme M1 et pour l'isoenzyme T1, qui sont tous les deux présents dans le foie. Donc, c'est les gros enzymes de détoxication hépatique. Il y a un 3e isoenzyme qui est le P1, qui n'est pas présent dans le foie, ou beaucoup moins, et qui a un rôle plus mineur. Mais donc, c'est surtout M1 et T1, ce sont les polymorphismes qu'il faut aller chercher. Et si un des deux, rarement les deux, alors là, on est vraiment mal loti, si un des deux est homozygote variant, 2 mauvaises copies, héritées de chacun des 2 parents, eh bien, vous avez une perte de l'activité GST, pas d'activité. Et donc, ça c'est un gros problème parce que, pas d'activité, d'ailleurs c'est le génotype que vous pourrez voir ça aussi peut-être dans certaines publications, c'est le génotype qu'on appelle null en anglais, 2 L. Null, bye bye, pas de GST, au revoir les amis. C'est relativement courant. Personnellement, je n'ai pas de GST M1. C'est intéressant parce que je connais bien le problème et j'ai bien étudié la chose. Bon, je reviendrai à ça, mais il est un fait que quand vous prenez du paracétamol et que vous n'avez pas de GST M1, probablement valable aussi pour T1, peut-être dans une moindre mesure, mais en tout cas GST M1, bon, c'est flagrant, vous ne parvenez pas à détoxiquer votre paracétamol. Le paracétamol passe par une première phase de détoxication dans le foie toujours, par les cytochromes, qu'on appelle les cytochromes P450, aboutit à une molécule extrêmement toxique, comme souvent avec la phase 1. Donc il faut absolument que la phase 2, la glutathion conjugaison, aille attacher cette molécule résultant de la phase 1, de mémoire, parce que je n'ai pas relu tout ça pour vous parler aujourd'hui, c'est NAPQI, l'acronyme, NAPQI. Bon, ne me demandez pas le nom complet parce qu'il est quand même assez tarabiscoté. Si vous n'avez pas la capacité d'aller attacher du glutathion à ce NAPQI pour évacuer le poison, c'est du poison, vous êtes dans un gros problème. Donc, moi, il n'est pas question que j'approche du paracétamol. Il n'y en a pas dans la maison. S'il y a quelqu'un qui se présente, un patient qui est pas bien, qui est mal et qui a envie d'être soulagé, d'avoir un antidouleur, moi je lui donne, je puise dans mes réserves de curcumine personnelles, je lui donne 3 gélules de curcumine quand il apparaît et 3 gélules quand il repart. Je veux dire disparaît, mais mes patients ne disparaissent pas, heureusement. 3 gélules 1 heure après quand il repart, et voilà, on a un effet antidouleur tout à fait correct. Donc, pas de paracétamol pour ces patients-là. Et en général, le paracétamol ou l'aspirine, acide acétylsalicylique, ne m'intéresse pas dans les fièvres virales. La fièvre est là pour vous aider à détruire le virus. Je ne vois pas pourquoi on va enlever cette fièvre. Bon, maintenant, on sait que si elle dépasse 40 degrés, bon, on a quand même un peu, on est vraiment mal, et puis à un moment donné, ça chauffe trop. Bon, là, on peut faire quelque chose, mais il y a d'autres choses à faire, comme un bain tiède, une douche tiède, des compresses pour rafraîchir. Et puis finalement, bon, on peut prendre un peu d'aspirine ou un peu d'ibuprofène, mais pas de paracétamol si vous ne connaissez pas votre GST M1. Ça me rend très nerveux. Il y a des cas bien décrits de décès sur lyse hépatique, hépatite fulminante,
sur une dose de paracétamol de 5 grammes, ce qui n'est pas exceptionnel. C'est en vente libre, en plus, le paracétamol. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ont mal, ils ont de la fièvre, poum, poum, paracétamol. J'ai vu des quasi-catastrophes après, par exemple, des interventions chez le dentiste, où le dentiste dit, prenez du paracétamol, les gens en prennent à tal-larigot pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 3e jour, ils sont mal. Et de nouveau, il faut savoir ce qui se passe avec le GST. Donc je pense que je vous ferai une capsule la semaine prochaine, je reparlerai de cette histoire du GST, parce que c'est vraiment une affaire importante, j'en ai déjà un peu parlé aujourd'hui, j'en reparlerai. Mais revenons à notre vitamine C comme antiviral. Okay, cet antiviral va faire baisser la fièvre, mais pas en ayant un effet antipyrétique. Ça a un effet antiviral, et parce que le virus est mieux contrôlé, mieux maîtrisé, le corps donne une moindre réaction sous forme de fièvre. La vitamine C n'est pas un antipyrétique. Donc je préfère ça parce que si la fièvre baisse, c'est une baisse plus naturelle de la fièvre. Ce n'est pas une baisse induite alors que le virus est là en train de vous attaquer et que vous supprimez le symptôme qui permet de le contrer, et ce symptôme, c'est la fièvre. Donc ici, non, on attaque le virus et la fièvre diminue. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, venons-en au côté pratique. Bon, je vais ressortir mon petit pot de vitamine C pour bien vous montrer. Alors moi, j'y vais franco, mais je n'ai pas de GST M1. Alors, je dois quand même vous dire, parce que sinon vous allez un peu vous demander ce qui se passe. Quand on n'a pas de GST M1, enfin, la version null, on en a, mais elle ne fonctionne pas, cette GST est inactive, on a besoin de beaucoup plus de vitamine C que ceux qui ont une fonction GST. C'est ça le secret. Mais c'est un génotype null assez fréquent. Donc, c'est pas une rareté. Donc, il faudrait savoir, il faudrait génotyper et au moins connaître au moins son M1. Bon, idéalement, le T1 aussi, parce que quand le T1 est null, il faut aussi beaucoup plus de vitamine C. Et quand ce sont les deux, alors là, c'est vraiment abominable. On est dans des facteurs de multiplication des besoins en vitamine C de facteur 10, hein. Bon, j'ai lu dans la littérature, il en faut 4 fois plus quand on manque du M1, 12 fois plus quand on manque du T1, et donc vous imaginez quand on manque des deux. Bon, je ne suis pas trop certain de ces chiffres-là, je mentionne pour mémoire, mais bon, de toute façon, il n'y a pas une dose. Alors, tout le monde me demande, mais docteur, combien est-ce que je dois prendre de vitamine C? Voilà, je suis mal, je l'ai fait. Dites-moi combien je dois prendre de vitamine C. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre corps va vous dire. Alors, ce que je sais et que je vous explique là maintenant, c'est qu'on commence par prendre, en cas de fièvre, on ne fait pas ça en général. Sinon, je vous garantis une diarrhée. On commence par prendre une cuillère à café de vitamine C, ascorbate de magnésium, en poudre, qui n'est pas acide, peut-être pas un goût génial, mais bon. Vous savez, les gens me font rire, oh ouais, ça n'a pas bon goût. Ben oui, écoutez, on parle de soigner une infection virale, on ne parle pas de réaliser une expérience gastronomique. Hein. Je ne suis pas étoilé Michelin, moi. Et donc, bon, je n'ai rien pour boire, mais enfin, bon, allez, hop. Non, là, du Vémolo, parce que je n'ai pas de fièvre, j'ai pris 1 gramme ou 2. Bon, c'est pas super génial, d'accord, je n'en mourrai pas. Si j'en avais pris plus, bon, il faudrait que je boive une gorgée d'eau pour avaler ça. Mais c'est tout. Le nom d'un chien, mettez-le en bouche, vous buvez de l'eau dessus, puis l'affaire est faite. Bon, imaginons que je serais en train d'avoir de la fièvre, que je serais mal, j'aurais besoin de soulager mes symptômes, mais de les soulager en soignant la cause et pas la conséquence. Hein, donc c'est tout le paradigme que je vous recommande ici. Et je prendrai donc une cuillère à café. Cuillère à café, 4 grammes, 5 grammes.
Parfois, vous avez des petites cuillères en plastique dans les pots et qui, en général, sont dosées à 1 gramme. Donc, voilà, si vous voulez 4 grammes, poum, 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 4 cuillères, 4 cuillères, ou alors une cuillère à café normale qui va faire 4 grammes, 5 grammes. Ça dépend un peu comment vous la bombez. Et alors, bon, si c'était le cas, je me sentirais quand même obligé de prendre, de boire une gorgée d'eau ou deux. Hop, l'affaire est faite. Voilà. Et ça va vous soulager. Très souvent. Si vous êtes vraiment dans une grosse infection, la fièvre est assez forte, vous avez trop traîné peut-être pour commencer, parce qu'il faut faire ça très vite, dès le début des symptômes. Si vous êtes vraiment mal, peut-être qu'une cuillère à café ne suffira pas. Vous attendez 5 minutes, 10 minutes, maximum 15 minutes. Si ça ne va pas mieux, hop, rebelote, deuxième cuillère à café. Quand je suis un peu pris, et par exemple un peu sur les bronches, je peux vous garantir que j'ai tendance à prendre mes 2 cuillères à café direct. N'oubliez pas, je n'ai pas de GST M1, donc moi je prends plus que le patient lambda qui a son GST fonctionnel. Donc chaque cas est différent. Mais le corps va vous dire, dès que ça va mieux, vous prenez plus. Okay, donc on est dans ce jeu de rôle, donc bon voilà, un quart d'heure s'est passé, je vais mieux, j'attends. Les symptômes vont revenir dans 1 heure, dans une demi-heure, dans 2 heures, fin d'après-midi, c'est toujours l'heure du crime, 17h, 18h. C'est à 18h qu'on a le plus mal des infections, c'est là qu'il y a le plus de fièvre, etc. Eh bien, à 18h, je vais me dire, oula, je sens que ça me retombe dessus, je vais reprendre une cuillère à café. Si dans 1 heure, je suis en train de rechuter, c'est à ce moment-là que je prends une cuillère à café. Le corps va vous dire à quel rythme il faut reprendre les cuillères à café. Tout le monde doit reprendre une cuillère à café. La différence, si vous voulez, c'est que ceux qui n'ont pas M1, comme moi, vont devoir reprendre ces cuillères à café plus souvent, voire en prendre 2 s'ils sont méga infectés. Moi, je me souviens d'un épisode de bronchite, j'allais à Londres. C'est peut-être pour ça que je ne vais plus à Londres, d'ailleurs, parce que, bon, là, j'ai vraiment été mal dans la voiture. Je me dis, oulala, je ne vais jamais pouvoir faire ma consultation à Londres, quand même très intense, 10 jours, 100 patients. Je dis, il faut absolument que je coupe ça, et je vous la fais courte, j'ai pris 150 grammes de vitamine C en 2 jours, et toute cette bronchite purulente qui se manifestait déjà, je le sentais là dans ma trachée, terminé, pas d'antibiotiques, rien. La dernière fois que j'ai pris les antibiotiques, c'est quand même en septembre 1998. Je fais toujours ce truc de vitamine C, ça marche toujours. Alors, chez les patients, parfois ça ne marche pas, mais je me demande si c'est pas parce qu'ils n'osent pas prendre suffisamment de vitamine C. C'est pour ça que je vous fais cette capsule, pour bien expliquer. Tant que les symptômes reviennent, et tant que vous ne maîtrisez pas les symptômes, vous augmentez la vitamine C. Il n'y aura pas de diarrhée. La diarrhée ne vient que si vous prenez beaucoup de vitamine C sans symptômes. S'il y a des symptômes, vous direz que la vitamine C est consommée pour combattre le virus, il n'y a rien qui se passe au niveau intestinal. Bon, là, ici, j'ai été prudent. Je ne vais pas vous faire une démonstration avec une cuillère à café de vitamine C. J'aurai un peu de problème intestinal. Par contre, là, quand j'ai pris mes 150 grammes en 2 jours, donc c'était pas mal, parce que c'est plusieurs petits pots comme ça, c'est quasiment, le grand pot, c'est souvent des pots de 250 grammes, je peux vous dire, ça y allait. Rien du tout, pas la moindre diarrhée. Une fois que l'infection se termine et que les symptômes ne reviennent plus, stop. Parce que là, si vous prenez la cuillère de trop, ça va beaucoup mieux, merci docteur Mouton, mais bon, c'était tellement bien, je vais quand même en reprendre une petite cuillère, au cas où, et bon, c'est trop bon, je peux plus m'en passer. Oui, cette cuillère-là, hop, gargouillement, sel molle, voire diarrhée. Donc, votre corps vous dit, moi je ne sais pas si vous allez avoir besoin d'une cuillère à café ou de 10 cuillères à café, et si vous faites le calcul, moi dans cette infection-là, j'ai besoin de 30 cuillères à café sur 2 jours. Donc c'est tout à fait imprévisible. Ce que je peux vous dire, ce qui est certain, c'est que
les M1 défaillants auront besoin de beaucoup plus. Ce serait bien de le savoir, comme ça on s'attend un peu à gérer d'une autre manière, plus intensive. Et puis alors, mais je vous en reparlerai donc la semaine prochaine, les GST perturbés, ça a d'autres conséquences. Je toucherai un mot de la détoxication des œstrogènes, j'en parlerai brièvement. Et puis je reviendrai un peu sur cette histoire du paracétamol, parce que franchement, le paracétamol, il serait grand temps de le remettre sous ordonnance, qu'on contrôle ça, parce que les intoxications au paracétamol sont la première cause de greffe du foie. Alors que, bon, il y a beaucoup de problèmes hépatiques qui viennent évidemment de la consommation d'alcool, mais là en général on ne greffe pas parce que, bon, hein, vous comprenez bien pourquoi. Mais des maladies hépatiques du type stéatose hépatique dues au sucre, au fructose beaucoup et au sucre, aux excès de sucre, donc des foie gras, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça implique des greffes du foie quand c'est des cas extrêmes. Et il y a des millions de personnes qui souffrent de ça, mais la première cause de greffe du foie, ça reste l'intoxication au paracétamol. Ok, donc on reviendra sur tout ça parce que c'est quand même un sujet, tout ça est assez bien intriqué. Donc, sus à vos vitamines C. Nous sommes toujours en pleine pandémie, et puis pandémie ou pas, c'est l'hiver, la grippe va arriver tôt ou tard. Est-ce qu'il y en aura moins que les autres années? Je n'en sais rien. Ne me demandez pas si vous devez faire le vaccin contre la Covid-19, je n'en sais rien, on ne sait rien du vaccin, je ne sais pas répondre sur quelque chose que je ne connais pas, j'ai pas vu, on ne voit rien, on n'a pas vu d'études, ni rien du tout. Si vous voulez faire le vaccin, vous faites le vaccin. Si vous voulez pas le faire, ben, vous ne le faites pas. Je n'ai pas d'avis pour le moment, donc je ne sais pas répondre et ça ne sert à rien de m'envoyer des emails à ce sujet-là. J'aurai peut-être une réponse plus tard, mais pour le moment, je n'en ai aucune. Ok? Bon, voilà, ben, ça se termine. Bon, on revoit un petit peu les animaux. Rosette. Et alors, ce qui est bien avec Rosette, allez, monte-toi un peu, c'est que ça ronronne. Hein. Je peux vous dire que pour ronronner, ça ronronne. Hein. C'est quelque chose qui fait du bruit. Hein. Je vous la montre mal là pour le moment. Voilà. Ah oui, ça fait du bruit. Hein. Vous l'entendez? C'est peut-être pas évident d'entendre un ronronnement, c'est plus une vibration qu'un bruit. Hein. Mais dès que je la caresse, ça ronronne. Hein. Et puis alors, ça peut ronronner spontanément aussi. Hein. Elle est très très douce, regardez ça. Hein. Et alors bon, il faut un peu du Goliath, mais le Goliath est fatigué. Bon. Le Goliath est fatigué, le Goliath veut sa promenade, il l'a eu hier très tard, et donc... Ok, bon ben, à la semaine prochaine. C'est fini, salut!